Bienvenue chez Axiofin. Voici le premier épisode de notre série sur le contrôle de gestion. En quelques minutes, nous allons répondre à une question qui embrouille beaucoup de dirigeants. Et même certains financiers, que fait vraiment un contrôleur de gestion? À la fin, vous comprendrez pourquoi le contrôle de gestion n'est ni de la tenue de compte, ni de l'audit, ni une simple usine à reporting. C'est la discipline qui transforme des chiffres bruts en meilleures décisions. Voici notre plan. D'abord, nous distinguons le contrôle de gestion de la comptabilité générale, car on les confond sans cesse. Ensuite, le cycle de pilotage, ces 4 étapes qui se répètent chaque mois. Nous verrons ce que mesure réellement un contrôleur. Nous suivrons un cas concret, une PME nommée cartonnage Vasseur. Nous aborderons les erreurs qui ruinent discrètement la crédibilité. Et nous finirons par l'essentiel à retenir. Commençons par une définition nette. Le contrôle de gestion est le processus continu qui consiste à fixer des objectifs, à mesurer la performance réelle face à ces objectifs, puis à aider les managers à agir sur l'écart. Le mot-clé est continu. La comptabilité générale raconte au monde extérieur ce qui s'est déjà passé, une fois par an, pour les associés et l'administration fiscale. Le contrôle de gestion travaille à l'intérieur, chaque mois, chaque semaine, pour que la décision puisse encore changer le résultat. C'est tenir le volant, pas lire le tableau d'affichage après la course. Ce tableau rend le contraste concret. La comptabilité générale sert des gens extérieurs, associés, banques, administration fiscale. Elle suit des règles strictes, le plan comptable général, elle est annuelle et certifiée. Le contrôle de gestion sert les managers de l'entreprise. Il peut briser toutes les règles de présentation si cela est d'une décision. Il est mensuel, parfois quotidien. Et là où la comptabilité demande ce qui s'est passé, le contrôle de gestion demande ce qu'il faut faire ensuite. Même chiffre en dessous, finalité totalement différente. Il faut comprendre comment ce rôle a évolué, car le cliché est dépassé. Le contrôleur d'autrefois siégeait dans un bureau, surveillait les budgets et disait non. Le contrôleur moderne est un partenaire d'affaires. Il s'assoit à côté de l'équipe commerciale, du responsable de production, et les aide à décider sur le moment. Les chiffres sont les mêmes, la posture est inverse. Plutôt que de juger les managers après coup, un bon contrôleur est dans la pièce avant la décision, posant la question que soulèvent les chiffres. Ce passage de juge à copilote est le plus grand changement du métier. Et c'est pourquoi il exige autant de communication que de tableur. Pour que le pilotage soit juste, il faut relier chaque chiffre à celui qui peut l'influencer. C'est le rôle des centres de responsabilité. Un centre de coûts, comme un service support, n'est jugé que sur les coûts qu'il maîtrise. Jamais sur un chiffre d'affaires qu'il ne touche pas. Un centre de profit, comme une agence ou une gamme, porte à la fois ses recettes et ses coûts, donc on le juge sur sa marge. Un centre d'investissement va plus loin, on le juge sur le rendement des capitaux qui y sont engagés. Confondez tout, reprochez à un centre de coûts une baisse des ventes, et vous détruisez la confiance. Faites coïncider responsabilité et maîtrise, et le système paraît équitable, ce qui pousse les gens à agir. Tout système de contrôle de gestion, dans toute entreprise, tourne sur la même boucle en 4 temps. 1. Planifier, on fixe un budget et des objectifs clairs. 2. Mesurer, on collecte les résultats réels, et la rapidité compte plus que la précision parfaite. 3. Comparer, on confronte le réel au plan et on analyse la différence, l'écart. 4. Agir, les managers décident et ajustent. Puis la boucle recommence. Un contrôleur qui se limite à planifier et mesurer produit des rapports que personne n'utilise. La valeur est d'en comparer et agir. Un mot sur le rythme, car il décide si votre travail sert à quelque chose. Un bon contrôle de gestion bat au rythme mensuel, l'arrêté des comptes de gestion.
La discipline, c'est de poser les chiffres réels sur le bureau d'un manager environ 5 jours ouvrés après la fin du mois. Pourquoi si vite? Parce qu'une décision prise en première semaine peut encore changer le résultat, alors qu'une décision en 4e semaine, non. Un reporting à peu près juste et tôt vaut mieux qu'un reporting exact et tardif. La précision au centime rassure les comptables, la vitesse est une arme pour les managers. Que suit réellement un contrôleur? 4 familles d'indicateurs. La rentabilité, mais décomposée, pas seulement le total, mais par produit. Par client, par site, car la moyenne cache toujours des gagnants et des perdants. Le comportement des coûts, en séparant fixe et variable, la distinction la plus utile de toute la discipline. La trésorerie et le besoin en fond de roulement, car une entreprise rentable peut quand même manquer d'argent. Et les indicateurs opérationnels, volume, rendement, taux d'occupation, les chiffres physiques qui expliquent les chiffres financiers. Voici la raison d'être du contrôle de gestion. Imaginez une entreprise qui affiche une marge nette de 9%. Le dirigeant est plutôt content. Mais ces 9% peuvent être un excellent produit à 30% qui subventionne discrètement un autre produit qui perd 10% à chaque vente. Les comptes annuels ne vous le montreront jamais. Ils sont exacts, certifiés, et inutiles pour cette décision-là. Le contrôle de gestion casse la moyenne, et soudain la bonne action saute aux yeux. Corriger ou abandonner le produit qui perd. Rendons cela concret avec Cartonnage Vasseur, une PMU d'emballage à 4,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle vend de gamme. Le standard rapporte 3 millions d'euros et paraît sain. Le sur-mesure rapporte 1 200 000 euros, et c'est la fierté du fondateur. Sur les comptes légaux, tout semble correct. Mais le fondateur n'a jamais vu la marge de chaque gamme séparément. C'est exactement le vide que comble un contrôleur. Quand le contrôleur sépare enfin les gammes, l'image change du tout au tout. Le standard dégage une marge sur coût variable de 28%. Le sur-mesure perd 6% sur chaque commande. La moyenne mélangée, 15%, paraissait tout à fait confortable et cachait la vérité. La gamme sur mesure ponctionnait environ 72 000 euros de trésorerie par an. Rien d'illégal, rien de visible dans les comptes légaux, juste un angle mort coûteux qu'une seule analyse a révélé. Et voici ce qui définit le métier. Le contrôleur n'a pas seulement remis une diapositive déprimante. Il a proposé 3 actions, revoir les prix du sur-mesure pour couvrir leurs vrais coûts. Fixer un montant minimum de commandes pour que les petites séries cessent de perdre. Et réserver le sur-mesure aux clients stratégiques qui achètent aussi du standard. Le fondateur a gardé sa fierté, mais à des conditions saines. La marge groupe est passée de 15 à 21% en 2 trimestres. Voilà le contrôle de gestion à l'œuvre. Encouragé par l'analyse par gamme, le contrôleur a découpé les données autrement, par client. Le motif s'est répété. Les 20% de clients du haut généraient environ 140% du profit total. Tandis qu'une longue traîne de petits comptes, surtout des commandes sur mesure ponctuelles, perdait de l'argent une fois le temps passé à les servir comptés. C'est la fameuse courbe de la baleine, et presque toute entreprise en a une. La leçon n'est pas de virer les petits clients à l'aveugle, c'est de les servir autrement, commande minimum. Produit standard, libre service, pour qu'ils cessent de ponctionner le profit des meilleurs. Un dernier point avant les erreurs, et il sous-tend tout le reste. Aucune analyse ne sert si les gens se disputent sur les chiffres eux-mêmes. Si le commerce cite un chiffre d'affaires, la finance un autre et la production un troisième. Chaque réunion se transforme en bataille de tableurs. Le premier travail du contrôleur, discret et ingrat, est donc de bâtir une source unique de vérité. Un jeu de définitions et de chiffres validés que tout le monde accepte.
Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est le socle. Une fois que personne ne conteste les chiffres, la conversation peut enfin porter sur ce qu'ils signifient et sur ce qu'il faut faire. Avant de conclure, les 3 erreurs qui ruinent la crédibilité d'un contrôleur. 1. Les chiffres en retard. Un rapport impeccable livré 3 semaines après l'arrêté ne vaut rien, car la fenêtre de décision est fermée. Vite et à peu près juste, ballant et exact. 2. Montrer un écart sans recommandation. Cela fait de vous un narrateur, pas un contrôleur. Attachez toujours une action proposée. 3. Noyer sous le détail. 40 indicateurs sur une page, et personne n'agit. Mettez en avant les 3 chiffres qui changent vraiment une décision. Résumons. Le contrôle de gestion pilote l'entreprise pendant que la comptabilité générale la note après coup. Le travail tourne en boucle, planifier, mesurer, comparer, agir, et la valeur est dans comparer et agir. Votre réflexe le plus puissant est de casser la moyenne, par produit, par client ou par site, car c'est là que se cache la décision. Et ne livrez jamais un chiffre sans une action à côté. Maîtrisez ces 4 points et vous devancez déjà la plupart des équipes finance. Dans le prochain épisode, nous descendons d'un cran, dans la comptabilité de gestion. Charges directes et indirectes, centre d'analyse, et la différence entre coûts complets et coûts variables. La boîte à outils derrière tous les chiffres que vous venez de voir. Vous trouverez ce cours complet, avec calculateur et cas pratiques, sur axiofin.com. Rendez-vous à l'épisode 2.